Bonjour à tous. Donc on commence la première classe inversée qui est la suite du cours qu'on a vu la semaine dernière sur la matière dans l'univers. Et là en fait on va suivre donc le cours qu'on vient de faire sur la genèse des éléments. Et là on va partir des éléments pour aller vers les roches. Donc petite question pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une roche? Pour certains c'est un truc qu'on grimpe, mais même quand on fait ça, on se rend compte que si c'est cette roche, elle a des petits cristaux, alors ça fait pas pareil sous les doigts, des choses comme ça. Donc la nature de la roche, ce qui est à différentes échelles, c'est quelque chose qui définit en général euh, la roche pour quasiment n'importe quelle personne qui utilise ce genre de matériaux pour ses loisirs, pour son travail, ce genre de choses-là. Donc on va essayer de voir ce que c'est qu'une roche et ensuite comprendre de comment elle se forme et ce qu'on peut en faire. Donc qu'est-ce qu'une roche? Alors une roche en fait, on la définit comme étant un ensemble d'un ou de plusieurs minéraux. Des minéraux qui peuvent être identiques mais qui sont en général tous différents. Et donc comment on définit un minéral? Un minéral en fait c'est un ensemble d'un ou plusieurs atomes qui est en général quelque chose de solide et d'organisé. Donc la définition d'une roche, c'est quelque chose qui se fait à plusieurs échelles. Une échelle presque nanoscopique qui est l'échelle du minéral, de ce qui constitue le minéral, microscopique les minéraux et puis macroscopique ce qu'on appelle la roche. Alors on va voir un petit peu comment on passe de l'un à l'autre, de chacune de ces échelles à une autre. Donc là je vais vous lancer une petite vidéo que vous pouvez trouver sur le site Géosciences 3D. Je vais vous la mettre en plein écran et puis je vais m'enlever d'ici, on s'en fout de ma tête. Voilà. Présentation. Plein écran, excusez-moi pour le temps. Voilà, donc là, vous avez donc cette petite vidéo que vous trouvez sur Géosciences 3D. Donc on va commencer par l'échelle de l'atome. On va démarrer de l'atome et puis on va aller vers la roche. Donc on commence avec un atome de silicium et 4 atomes d'oxygène. En gros, ça c'est les atomes les plus importants qu'il y a sur Terre, c'est les plus abondants sur Terre. Donc il y a des liaisons fortes entre elles qui font un tétraèdre et qui sont la base en fait de ce qu'on appelle les silicates. Donc avec, on insère des atomes de magnésium et en fait ces atomes de magnésium, ils vont se mettre dans une certaine structure qui a un arrangement géométrique particulier. Donc là, on a un minéral dont la chimie est 2 magnésium, 1 silicium et 4 oxygène. C'est un minéral qu'on appelle l'olivine. Donc cet arrangement-là, il est très structuré, ce qu'on appelle une maille élémentaire qui définit vraiment la structure du minéral. Donc vous voyez, A, B, C, il y a des angles entre elles, les longueurs entre elles, et c'est un motif en fait qu'on va retrouver répété dans la structure de ce minéral, qui est une structure, donc vous avez vu, orthorhombique. Donc là on est toute petite dimension. La maille élémentaire, on va du coup répéter en fait ces mailles élémentaires pour changer d'échelle. Donc un minéral est composé de ces microstructures qui sont répétées en fait un nombre incalculable de fois pour arriver à une structure minérale qui ici fait de 5 à 10 mm, mais on peut avoir des cristaux qui font plusieurs mètres, ça existe. Donc là vous avez un cristal de forstérite, olivine, et ce cristal en fait il va être un cristal, un minéral parmi d'autres pour former une roche ici qu'on appelle une péridotite dans laquelle il y a effectivement de l'olivine et d'autres minéraux. C'est une péridotite ici, une péridotite aspinelle qui compose le manteau terrestre en grande partie. Donc on va s'intéresser à un autre minéral qu'on appelle le diopside, où là on a du calcium en plus, du magnésium et des tétraèdres SiO4. Donc si on regarde, il est incliné, donc c'est un clinopyroxène, il a une structure un peu inclinée par rapport à tout à l'heure dans sa maille élémentaire, et on voit qu'en fait si on répète la structure, on va voir en 3 dimensions, on a des chaînes en fait, les tétraèdres SiO2, SiO4, en fait, ils sont connectés par un oxygène, vous voyez, on va le voir là maintenant, et ils font ces chaînes vues de dessus, qui font la particularité de ce minéral pyroxène qui est aussi très abondant dans le manteau terrestre. Donc pareil, on va répéter ensuite la structure,
et pour arriver en fait à ce minéral. Donc là vous voyez la forme qu'on appelle automorphe, c'est-à-dire complètement naturelle, une croissance parfaite du minéral, qui a une forme particulière qui provient aussi de la structure microscopique. On s'intéresse, pour terminer, à un dernier minéral qui compose cette péridotite, qui est le spinel, qui est un oxyde en fait d'aluminium. Et donc là, en fait, on a des oxygènes, du silicium, de l'aluminium et du magnésium. Et tout ça est arrangé de manière cubique. Donc vous voyez, la microstructure, la maille élémentaire qui définit en fait la structure de ce minéral est cubique. Donc toutes les arêtes sont les mêmes et les angles sont à 90 degrés de la maille élémentaire. On va répéter ça. Et donc c'est en répétant cette structure qu'on va former, pour terminer, le spinel. Voilà, donc la forme du spinel qu'on retrouve ici, on peut deviner un cube si on l'oriente d'une certaine manière. Voilà, on la retrouve en fait à l'échelle macroscopique. Voilà, donc on va revenir maintenant à... On va revenir... Maintenant ici, donc on a vu ça un peu de manière générale. Maintenant on passe un peu à la partie qui est la composition et la structure des minéraux. Donc vous voyez en fait ici des géologues qui sont dans une grotte au Mexique. Et vous voyez des minéraux qui font plusieurs mètres de long. Ça existe sur Terre. La taille des minéraux n'est pas confinée à des petites tailles. Vous pouvez avoir des minéraux de très très grande taille. Ça dépend vraiment de comment ils ont pu croître, etc. Donc comment définit-on les espèces minérales? Il y a plusieurs manières. La première, c'est de regarder, de caractériser la différence entre les minéraux avec les différentes liaisons atomiques qui sont mises en jeu. Vous avez trois types de liaisons atomiques. La première, c'est les liaisons ioniques. Donc en fait, vous avez ici des électrons qui sont empruntés entre les différents atomes. Par exemple, pour le sel que vous avez ici, là, vous avez un cristal de sel, la halite, NaCl, vous avez le chlore qui emprunte un électron en fait au sodium. Vous avez un autre type de liaison qui est les liaisons covalentes. Et les liaisons covalentes, en fait, ici on a un partage équitable d'électrons en fait, entre les différents atomes. Et le diamant a ce genre de liaison. Et puis vous avez les liaisons métalliques où en fait là, les électrons ils sont libres de passer d'un atome à l'autre. Et c'est pour ça que c'est très conducteur, etc. Et donc vous avez vraiment trois types de liaisons qui sont reliées en fait à la structure quelque part électronique, l'arrangement électronique entre les différents atomes. Donc ça c'est une manière de caractériser, de classer les minéraux. On parle ici de classification des minéraux, donc par liaison atomique éventuellement. On va en fait souvent les classer en fonction de leur système, de leur caractère cristallographique et du système cristallin. Donc vous avez 7 systèmes cristallins. Et ici, je vous en ai mis détaillé 4. Vous avez le système cubique qu'on a vu tout à l'heure pour le spinel. Donc là, il s'agit de décrire en fait la géométrie de la maille élémentaire qui est à la petite structure dans le minéral. Et donc vous avez ici les trois en fait, les trois paramètres de maille ont la même taille. Donc ça fait un petit cube et les angles sont à 90 degrés. Après vous avez d'autres types de structures. Donc on en a vu d'autres avec le pyroxène tout à l'heure et puis l'olivine. Olivine qui était orthorhombique, hein, qui sont définies donc avec ces angles et les propriétés des longueurs. Ici cette structure-là correspond en fait à la structure du quartz. Vous reconnaissez peut-être, vous voyez ici sur le quartz, il y a certaines formes qu'on retrouve sur le minéral, automorphes, qui correspondent un petit peu à cette structure-là. Donc vous avez ces 4 systèmes, plus d'autres, vous n'avez pas besoin de les connaître par cœur, mais savoir que c'est vraiment une manière dont on caractérise très bien et qu'on classe les minéraux. Alors une autre manière de les classer, qui peut être aussi super intéressante, c'est de les classer en fait en fonction de leur caractère chimique. Donc vous avez ici une classification chimique, donc par exemple les sulfures, c'est tous ceux qui vont avoir le soufre sous forme réduite. Donc par exemple la pyrite, je ne sais pas si vous connaissez la pyrite.
Vous avez les halogénures, bah, c'est ceux qui vont, c'est les minéraux qui vont avoir du chlore, du fluor, ce genre d'espèces chimiques à l'intérieur de leur structure, de manière abondante. Donc par exemple le sel, c'est un halogénure qui va être cubique et qui va avoir des liaisons ioniques. Vous voyez le truc? Donc les carbonates, ça c'est quand il y a du CO2 à l'intérieur. Le gypse, ça fait partie des sulfates. Sulfate, c'est le soufre, mais sous forme oxydée. Et puis les silicates. Les silicates, c'est là où il y a de la silice, SiO2, à l'intérieur du système. Ça va être les plus abondants sur Terre. Et puis vous avez les éléments natifs. Voilà, vous avez ici des cristaux d'or, comme vous pouvez avoir des cristaux de fer, on a vu tout à l'heure. Là, c'est carrément l'élément pur qui est considéré. Donc ça, c'est des caractéristiques chimiques qui sont en lien en fait avec l'organisation du tableau de Mendeleïev. Si vous prenez le tableau de Mendeleïev, vous allez retrouver en fait les halogénures, les éléments natifs qui vont souvent être des métaux, des choses comme ça. Donc vous avez quelque part ici tous les caractères liés aux atomes et aux arrangements entre atomes qui définissent les espèces minérales et les formes cristallines. Alors sur Terre, les éléments chimiques les plus abondants, vous voyez ici, ce sont d'abord l'oxygène. Donc là, je crois que c'est en mol. Et ensuite, le silicium. Donc vous avez, ça c'est dans la croûte terrestre, hein, la croûte continentale. Vous avez en gros 70% en fait de la croûte continentale qui est composée de silicium et d'oxygène. Donc c'est normal d'attendre de voir que les silicates composent la majorité des minéraux qu'on va retrouver à la surface de la Terre. Évidemment, vous avez tous les autres éléments chimiques dans différentes proportions. Vous remarquez en fait que l'aluminium, le fer, le calcium, le magnésium, le sodium et le potassium font une partie importante de cette croûte continentale et donc vont aussi contribuer à la variété de la chimie des minéraux qu'on va trouver, des différents types de minéraux qu'on va trouver. Donc si on s'intéresse à ces silicates en particulier, les silicates, ils sont construits, on l'a vu tout à l'heure avec la vidéo 3D, ils sont construits en fait autour de ce tétraèdre SiO4. Donc vous avez le silicium au milieu de 4 oxygènes. Et en fait, les différentes familles de silicates vont être classées en fait en fonction de combien et comment ces tétraèdres SiO4 sont connectés. Donc par exemple pour l'olivine, ce qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo 3D, les tétraèdres étaient en fait, on va dire, indépendants les uns des autres. Et en fait, ils font la famille des nésosilicates dans les silicates. On a vu par contre que les tétraèdres ils pouvaient être connectés. Hein, donc là, vous avez par exemple 2 tétraèdres connectés, vous avez les sorosilicates. Si on vient au pyroxène, on va se retrouver ici. Les pyroxènes, c'est des chaînes, comme on a vu tout à l'heure, de SiO4. C'est ce qu'on appelle les inosilicates, donc ils vont avoir des propriétés particulières. Ici, vous avez les phyllosilicates. En gros, les argiles sont souvent des phyllosilicates et en fait, les tétraèdres sont connectés de manière à ce que ça forme ici, là, en fait, vous avez des feuillets. Vous avez, on le voit comme de dessus, ça fait un feuillet. Donc vous avez différents feuillets comme ça qui constituent les argiles. Et quand vous débitez des argiles, vous voyez que ça se débite en feuillet. Donc on retrouve cette propriété même de manière macroscopique. Voilà. Ça, c'est l'ensemble des différentes familles de silicates déterminées en fait par la structure en fait de l'agencement de ces différents tétraèdres SiO4. Donc on s'arrête avec cette première partie et je vous retrouve tout de suite avec la partie suivante sur les roches.